Laurence Quinault, vous êtes dirigeante territoriale. Actuellement, vous êtes directrice générale des services à la ville de Rennes et Rennes Métropole. Auparavant, vous avez occupé des fonctions au sein de plusieurs collectivités, dont le département d'Ille-et-Vilaine et la ville de Besançon. Alors, ces dernières années, j'ai eu la chance de vous entendre sur votre vision de la fonction publique territoriale, du service public local et du rôle des agents et agentes publiques. C'est donc avec un grand plaisir que je vous accueille aujourd'hui dans le cadre initié par l'Association des DRH des grandes collectivités territoriales, donc ce cycle de podcasts sur l'éthique et la fonction publique du 21e siècle. Je vais initier notre dialogue en vous posant d'abord une question sur les règles. Les règles statutaires aujourd'hui sont-elles suffisantes pour manager les équipes et les organisations? Je ne sais pas s'il faut vraiment considérer comme équivalent les termes de statut et de règles statutaires, parce que le statut, bien sûr, il contient des règles, mais il contient aussi pas mal de principes qui sont le fondement de ces règles, mais qui ne se réduisent pas à ces règles. Mais bon, quoi qu'il en soit, je crois que les règles, qu'elles soient d'ailleurs dans le statut de la fonction publique ou dans n'importe quel autre texte, ne suffisent pas pour manager, mais je pense pas que ça soit nouveau. Je crois que c'est pas vrai aujourd'hui, mais c'était pas vrai hier non plus. La règle, on va dire que c'est l'avant-dernier stade dans la gradation de l'exercice managérial après le don, c'est-à-dire l'action désintéressée, qui souvent d'ailleurs s'exprime via la reconnaissance qu'on peut témoigner à ses collaborateurs, après aussi la négociation, et avant le recours au pouvoir ou à l'acte d'autorité. Quand je dis ça, je m'appuie sur mes souvenirs d'une conférence passionnante qu'on avait eue dans le cadre de nos conseillers de management de Jean-Édouard Grévy, qui est un anthropologue spécialisé en médiation et qui donc a beaucoup écrit sur cette question du don, qui n'est pas forcément souvent une notion qu'on mobilise en matière managériale. Mais voilà, c'était pour replacer la règle un peu dans cet environnement managérial. Alors, ceci étant dit, je pense que on constate tous que la judiciarisation de la société entraîne quand même un développement de l'encadrement juridique de notre activité de fonctionnaire, et notamment en matière d'éthique. Et donc, les principes du statut qui reposaient pour leur traduction dans la vie professionnelle avant beaucoup sur la responsabilité individuelle, hein, c'est ce que rappelait Anissé Leport aussi dans son podcast. Au fil des années, ces principes ils se sont trouvés précisés de plus en plus par des réglementations. Et ça, c'est particulièrement flagrant dans le champ des conflits d'intérêts. Donc, en retour, pour les collectivités, pour les dirigeants territoriaux, ça a nécessité un besoin de renforcer les connaissances des agents, et puis un besoin aussi que l'employeur accompagne cette évolution-là, à la fois pour éviter que les agents se mettent en dehors des clous de la réglementation, mais aussi, je pense, de la part des employeurs pour se sécuriser aussi bien en termes de responsabilité juridique pure que même en termes d'image. Merci. Il y a donc ces règles avec les limites que vous venez d'exposer, et puis il y a aussi un recours progressif à un droit plus souple, à des orientations au travers notamment de chartes, de pratiques de guides. Dans votre vision et votre positionnement, est-ce que ce type d'outil a une place? Oui, je pense que ces outils ont une place importante. De nombreuses collectivités ont fait des chartes ou des guides de déontologie. En tout cas, nous, à Rennes, on l'a fait assez récemment. Dans notre cas, et puis je suppose que c'est la plupart du temps ainsi, les chartes et les guides, leur intérêt, c'est pas tant le rappel des règles que leur dimension vraiment très pratique. Parce que je crois que la difficulté qui se pose aux agents publics, c'est pas de savoir que le délit de favoritisme est puni de 2 ans de prison et 30 000 euros d'amende, je crois, mais plutôt de comprendre qu'on peut s'en rendre coupable
même sans intention de favoriser un candidat dans un marché public, ou même d'ailleurs sans avoir cherché à tirer un profit personnel de la situation. Et finalement, c'est cette complexité-là qui est angoissante, c'est de se rendre compte qu'on peut enfreindre les règles en matière de déontologie tout en étant une personne honnête au sens moral du terme, quoi. Et donc, les guides, dans leur dimension très pratique, ils permettent d'avoir un travail de pédagogie sur une réglementation qui est complexe et puis d'apporter des réponses qui sont conformes au droit à des situations vécues par les agents. Et pour que les guides remplissent cette fonction, il faut aussi que leur élaboration soit participative, ce qui permet aux gens de faire remonter des cas concrets et donc d'avoir un guide qui finalement s'apparente un peu à une foire aux questions, quoi. Voilà, les cas qui se posent concrètement dans l'exercice professionnel, voilà comment ils s'énoncent et du coup, voilà le type de réponse qu'on peut y apporter. Et cette réponse-là, on la trouve plus dans le guide que dans le texte d'un point de vue purement réglementaire. Et cet exercice d'énoncé collectif et de construction collective, comme d'ailleurs le disait Pierre Laplane dans son interview, ça suppose pas mal de bienveillance de la part de la hiérarchie, de la part de l'environnement globalement des agents, pour que ces agents puissent exprimer ce qui a pu leur poser des problèmes de confiance dans leur exercice professionnel, ou puissent exprimer aussi ce dont ils ont été témoins et qu'ils puissent le dire librement, sans craindre que cette expression-là puisse leur attirer des ennuis. Donc voilà, pour moi, c'est ça l'intérêt des guides et des chartes, c'est vraiment la dimension pratico-pratique. Vous avez, au travers de vos expériences, cheminé dans plusieurs collectivités avec des strates différentes et donc des cultures aussi, des identités professionnelles différentes, des métiers qui ont une vision aussi de l'éthique. Donc il y a peut-être aussi autant de notions d'éthique de métier d'ailleurs au sein des collectivités. Je pense peut-être entre un département et une ville, c'est pas la même chose. Donc se mettre d'accord sur l'éthique, le concept au travers de ces règles, de ces chartes et puis ensuite, il y a l'enjeu du partage. Alors comment, partager l'éthique et puis quel rôle, peuvent avoir, les différents acteurs, dans ce partage? Alors c'est vrai qu'il y a des éthiques professionnelles qui peuvent être très fortes dans le champ médical ou dans le champ social. Néanmoins, je pense quand même qu'il y a un peu un socle commun et le partage de l'éthique, en fait, ça pose la question de la culture commune, justement au-delà de cette diversité des métiers, des cultures professionnelles ou des règles dédiées à ces spécificités de métier. Et bâtir cette culture commune, c'est d'autant plus nécessaire que dans le champ de l'éthique, il y a des réelles questions d'appréciation. C'est vraiment du droit appliqué. Je pourrais dire, par exemple, voilà, un agent public sait qu'il est déconseillé d'accepter des cadeaux d'un fournisseur ou d'un usager. Mais est-ce que pour autant il faut refuser une boîte de chocolat même si on la partage en salle de pause avec ses collègues? Alors là, je parlais d'un temps où on avait encore le droit de fréquenter en commun les salles de pause. Voilà, des réponses à ces questions concrètes, elles se construisent collectivement avant de s'imposer. Et effectivement, pour qu'il y ait cette culture commune, il y a des acteurs internes qui sont moteurs. Alors évidemment, il y a le service juridique. Je pense qu'il y a aussi tous les acteurs qui gravitent autour du champ de la commande publique, et puis bien sûr la DRH. Mais il me semble qu'au-delà de ces acteurs privilégiés qui sont ceux qui vont aider à énoncer l'éthique, à faire accoucher un peu les règles qui vont être partagées dans la collectivité. Au-delà de ça, c'est la diffusion de ces comportements éthiques qui est l'enjeu et qui doit se faire le plus largement possible. Par exemple, nous, à Rennes, on a tout le collectif de direction qui a été sensibilisé à la question de la déontologie et justement, on a commencé par des mises en situation. Voilà, on a eu des cas pratiques à résoudre en groupe, entre directeurs. Et ce qu'on a pu constater, c'est que
dans bien des cas, finalement, on apportait des réponses erronées, alors même qu'on connaissait bien les règles. Et ça donne vraiment à réfléchir. Et donc après, c'est à partir de ce moment-là qu'on s'est dit, bah, allons sur cette dimension de charte. Et puis après, une fois que la charte existe, bah, il s'agit de la diffuser, de la rendre publique. Donc ça suppose à la fois des formations qu'on déploie, et puis aussi un relais. Nous, par exemple, via l'intranet, on met en ligne des petites scénettes, un peu de la vie quotidienne, en disant voilà, dans tel type de situation, voilà le type de réponse à apporter, et voilà à quel élément dans le guide vous pouvez vous référer. Et je pense que ce qui est très important aussi dans cette question de la culture commune autour de la déontologie et de l'éthique, c'est la place des élus, parce que les agents sont très concernés, mais ils sont quand même loin d'être les seuls concernés. Et nous, par exemple, là, en début de mandat, on a fait voter en conseil municipal et en conseil métropolitain un guide de déontologie des élus. On a créé une commission de déontologie, et pour tous les élus, on a mis en place une formation qui a été une formation obligatoire au principe de base de la déontologie, pour justement que la culture commune soit partagée aussi par eux, et puis pour les alerter, hein, bien sûr, au niveau de leurs responsabilités. Et je pense que cette exemplarité, c'est vraiment la première brique de la culture commune, et le portage politique, c'est un levier très puissant dans une démarche d'appropriation des règles de la déontologie et de l'éthique dans une collectivité. Vous en avez fait un objet global, hein, un projet global de cette question de l'éthique et de la déontologie au niveau de la collectivité. On parle aussi beaucoup de sens au travail. C'est que pour pouvoir attirer notamment, il y a ce sujet du sens donné à l'action. Est-ce qu'aujourd'hui, l'éthique, ça peut être aussi considéré comme un outil de management, une nouvelle norme de comportement, et donc un levier aussi d'engagement? Je ne dirais pas que l'éthique peut être un levier d'engagement, mais je dirais, en retournant l'énoncé, que l'absence d'éthique peut être un facteur de désengagement. Et je dis ça parce que, de manière générale, les manquements à l'éthique, c'est des fautes que je qualifierais d'asymétriques. Ce que je veux dire par là, c'est que les occasions de se rendre coupable de manquements à l'éthique, donc les occasions, et puis sans doute aussi les fautes elles-mêmes, sont quand même plus fréquentes parmi les dirigeants, qu'ils soient élus ou administratifs, que parmi les agents dits d'exécution. Et voilà, je me dis que statistiquement, j'ai quand même plus de chances d'être invité à déjeuner par un chef d'entreprise qui veut soumissionner à un marché que le rédacteur au sein du service des marchés de la ville et de la métropole. Donc, les atteintes à la déontologie, elles sont souvent à la fois visibles, parce qu'elles vont concerner des gens, entre guillemets, en vue, et puis elles vont être aussi choquantes, parce qu'elles vont alimenter un sentiment répandu, ou au moins qui se répand, malheureusement, de collusion entre, avec plein de guillemets, ceux d'en haut, qui s'entendraient au détriment de, avec tout autant de guillemets, ceux d'en bas, pour favoriser plutôt les intérêts personnels par rapport à l'intérêt général et à l'intérêt public. Et donc, bien sûr, cette perception d'une forme de collusion des élites contre le peuple, pareil, là on met tout plein de guillemets, ou au moins, si ce n'est contre le peuple, au moins indifférent à lui. Et donc, dans le peuple, voilà, il y a aussi tous les agents. C'est un sentiment qui est extrêmement dangereux pour la cohésion de nos équipes de travail, évidemment, mais pour aussi la cohésion de la société tout court. Donc c'est pour ça que je dis que l'éthique, c'est plutôt l'éthique maltraitée, c'est à mon avis un facteur de désengagement professionnel dans un collectif de travail. Et donc de là, on peut dire que effectivement l'éthique, ça peut être un levier de management, au sens où quand on réfléchit sur la déontologie, forcément, on réfléchit aussi, enfin, on met en avant
l'égalité de tous devant les règles, quel que soit son statut. C'est aussi un moment où on rappelle que beaucoup de pouvoir, ça veut aussi dire beaucoup de responsabilités. Et donc finalement, on insiste sur ce qui unit les membres du collectif de travail plutôt que sur ce qui les sépare. Donc voilà, en ça, il y a une dimension managériale. Et puis, j'en vois une deuxième, et puis je conclurai sans doute par là. L'éthique, elle alimente aussi une réflexion managériale au sens où elle pose la question de l'individu face au groupe. Alors, Anicet Leport disait « L'éthique, c'est la responsabilité parce que c'est finalement, en milieu professionnel, le comportement du citoyen plus que le comportement du fonctionnaire, ou plutôt le comportement du citoyen qu'il y a en tout fonctionnaire. Et c'est particulièrement le comportement du citoyen courageux. Il avait ce mot de courage. Alors, je comprends cette façon de poser le sujet, notamment dans les cas extrêmes qu'il pouvait citer, hein, notamment en contexte de guerre. Mais de manière générale, je me dis que si l'environnement professionnel est tel qu'il faut être courageux pour agir conformément à l'éthique, ben c'est que le verre est dans le fruit collectif, c'est qu'il y a déjà un problème. Bon, je pense que ça peut arriver. En tout cas, j'espère que ça arrive rarement au niveau de l'ensemble d'une collectivité, mais par contre, on conçoit assez aisément que on peut avoir à l'échelle d'un service un collectif de travail qui aurait développé des comportements contraires à l'éthique, par exemple des pratiques discriminatoires, racistes, sexistes, que ce soit vis-à-vis des usagers ou vis-à-vis des collègues. Et dans ces configurations-là, c'est à la fois le droit via la protection récente accordée aux lanceurs d'alerte, mais surtout la culture managériale qui doit venir au secours de l'éthique et qui doit permettre aux fonctionnaires qui est pris dans une ambiance locale déviante par rapport aux règles de la déontologie, de signaler à la fois naturellement et efficacement les faits à son employeur, sans avoir peur des représailles, et donc justement sans en avoir à appeler à son courage personnel parce qu'il aurait le sentiment de se mettre en danger. Et de mon point de vue, les vagues MeToo successives qu'on a connues dans différents milieux professionnels, et y compris dans des milieux professionnels qui concernent la fonction publique territoriale, montrent que justement, on n'est pas au bout de ce chemin managérial et éthique-là. Et ça, c'est, je pense, un défi pour nous en tant que dirigeants territoriaux. Merci Laurence Quinault. Restons sur cet espoir du défi collectif à construire, défi de l'éthique en toute responsabilité. Merci pour votre intervention qui est donc accessible sur notre chaîne de podcast. À bientôt. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.